Bonjour, on va commencer. Tout d'abord, merci d'être là aujourd'hui pour qu'on puisse partager avec vous notre expérience à la SNCF. Alors, moi, c'est Iman, donc Iman Kalikan. Je travaille depuis plus de 7 ans en tant que coach agile et Scrum Master pour aider les grandes entreprises à construire des produits innovants. Bonjour, moi c'est Bertrand. Donc moi ça fait pas 7 ans mais ça fait plutôt 14 en fait que j'aide les entreprises à se rendre compte qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas que chez Facebook, il n'y a pas que chez Google qu'on fait des trucs un petit peu sympas. On peut le faire en France aussi, on peut y arriver, même dans les boîtes où on ne croirait pas que c'est possible. Aujourd'hui, on va vous parler d'une boîte qui généralement ne fait pas trop d'informatique. Elle essaye de faire rouler des trains, enfin ça y arrive, elle essaye de les faire arriver à l'heure. En termes d'entreprise, c'est intéressant, tout à l'heure on a vu quand même pas mal de grosses boîtes, alors celle-là elle n'est pas trop petite, il y a 200 000 salariés, elle existe depuis assez longtemps, et il y a longtemps qu'elle fait des choses. Pourquoi cette entreprise? Parce que justement, en termes de complexité, de faire des choses avec l'agilité, on pense que c'est un contexte intéressant, puis on a passé 2 ans, donc on avait envie de partager un petit peu avec vous. On va raconter une histoire. Si on doit raconter une histoire, il va nous falloir quelque chose, au-delà de l'histoire, des personnages. Avant de commencer, on va vous les présenter un petit peu. On va commencer par le premier, intéressant. Manager. Et pas classe? Caricature? Ouais, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui c'est interdit de fumer dans les bureaux. Donc on enlèvera le cigare. En dehors de ça, on verra qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec la posture et l'attitude actuelle, globalement dans le management des grandes entreprises en France aujourd'hui. Évidemment, le manager, il a quand même des copains, parce qu'on va faire des produits. Il a une équipe. Eux, ils ont l'air plutôt sympas par contre. Des fois, ils ont l'air moins sympas, mais ils sont assez cool. Et puis, il y a une troisième partie, un troisième personnage hyper important dans notre histoire. À votre avis, c'est qui? Ah, ça c'est intéressant. Le client, les utilisateurs. C'est hyper intéressant, pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on lit les manifestes agiles, ils sont écrits en anglais. On parle de client. Et justement aujourd'hui, quand on a parlé de client, moi j'ai entendu quelque chose. On va travailler pour satisfaire le client, et juste à côté de client, j'entends des métiers. J'ai failli avoir 3 crises cardiaques, mais je suis résistant. Je me suis senti pas très bien. Les anglo-saxons, quand ils parlent de satisfaire le client, ils parlent de satisfaire l'utilisateur du produit, et pas celui qui paye. Donc les initiatives agiles qui prétendent faire de l'agilité pour satisfaire celui qui paye, c'est-à-dire son métier, juste, je voulais, après une journée aujourd'hui, je me suis senti un peu mal, dire c'est du bullshit. Donc nous, on a des utilisateurs, effectivement. Parce que c'est pour eux qu'on bosse. Et pas pour le gars qui paye. Le gars qui paye, lui, on doit fabriquer un produit que les utilisateurs aiment bien pour qu'ils l'utilisent et qu'ils gagnent de l'argent. Mais c'est pour eux qu'on va travailler. On va décrire un petit peu le manager. Plus l'entreprise est grande, plus le manager va se retrouver généralement dans une situation isolée. C'est traditionnel, c'est culturel, c'est pas sa faute, il l'a peut-être pas voulu, il l'a peut-être pas fait exprès. Mais culturellement, c'est une personne qu'on va isoler, qui va être habituée à donner des ordres, exiger certaines choses de ses subordonnés qui devront l'exécuter. Cette isolation, quand on se sent isolé, il y a un sentiment d'insécurité, de panique vis-à-vis de l'isolation. Qui se traduit par quoi? Par un besoin de vérifier que ces ordres sont exécutés et un besoin de contrôler que tout se passe bien. Puisqu'effectivement, il n'y a pas de contact direct avec les utilisateurs, le produit, les équipes. Donc il y a une arrivée, sentiment de solitude et naissance de besoin de commander, contrôler. Quelque chose aussi chez les managers.
En général, c'est un parcours long. On n'est pas parachuté manager d'une des plus grosses entreprises françaises, d'une entreprise du CAC 40. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, souvent, ces gens-là sont persuadés qu'ils savent exactement ce dont leurs clients ou utilisateurs ont besoin. Ils savent ce qu'il faut faire, ils savent comment on doit construire le produit. Ils sont en haut de la pyramide de l'entreprise. Je disais pyramide. Pyramide. Au-delà de la forme et de la robustesse de la pyramide, il y a quelque chose d'assez particulier qui se dessine bien ici. Les strates. Les strates, c'est-à-dire les couches. Avant d'atteindre les équipes qui réalisent le produit et les utilisateurs qui l'utilisent, plus l'entreprise va être grande, plus on va traverser de couches, généralement. Qui dit couche, dit déformation de l'information, distorsion, problème de clarté, perte de vision. Et en plus, étant donné qu'on a tendance à parler de ressources humaines, vous savez, direction du personnel, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on parle de ressources humaines. Une ressource humaine, c'est un truc qui se change, hein, comme un disque dur, de la RAM dans un ordinateur, les assiettes quand on les a cassées, ça se change. Donc une ressource humaine qui est interchangeable, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'elle puisse penser, avoir des idées, et surtout pas d'autonomie pour pouvoir gérer un produit. Pas très joli tout ça. Pourtant, en 14 ans, on le voit assez souvent. Le problème, c'est que ce qu'on veut construire, c'est quand même quelque chose dans un état d'esprit agile pour l'utilisateur final, en s'adaptant à son besoin et en répondant à sa problématique. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution pour faire ça, comme idée? Très simple. Tout à l'heure, on a parlé de composer, de trouver des alternatives, de construire des contrats qui convenaient, de trouver une meilleure relation contractuelle. Moi, j'aime pas ça. Ça, je trouve que c'est prendre les choses comme elles sont, dire que c'est un fait, on va subir la non-agilité d'un écosystème, l'absence d'état d'esprit agile et de compréhension de ce que c'est, on va essayer d'adapter pour faire tant bien que mal quelque chose d'itératif et d'incrémental. On n'a pas retenu ce modèle-là. On a dit ce qu'on veut faire, on veut bien le faire, on veut le faire comme il faut. Donc, on va se découpler de ce système de management, créer une cellule, un espace où les personnes pourront se développer, construire leurs produits, répondre à des problématiques utilisateurs de la même manière, avec la même autonomie et la même légitimité qu'elles pourraient le faire dans une start-up qui vient d'arriver. Maintenant qu'on est libre. On n'a pas mis Reine des Neiges, hein, on a mis le titre de Queen parce que la Reine des Neiges, c'est pas classe. Libéré, délivré, mais c'est pareil. On va vous parler un petit peu de ce qu'on a construit. Alors, lorsqu'on est arrivé en fait à la SNCF, le PDG de la SNCF, donc Monsieur Guillaume Pépi, nous a demandé, en fait, il voulait remplacer toutes les applications existantes de la SNCF, donc à savoir SNCF Direct, SNCF Transilien, SNCF TER et Gare et Connexion. Donc, il voulait remplacer les 4 applications par une seule et unique application, donc qui s'appelle maintenant l'application SNCF. Il voulait que ce soit fait très rapidement, c'est-à-dire qu'il voulait une première version de l'application au bout de 6 mois, mais avec une tonne de fonctionnalités. Et il nous a aussi parlé de l'effet waouh, c'est-à-dire qu'il voulait une super application qui va, on va dire, rajeunir l'image de la SNCF et qui va surtout plaire à ses utilisateurs. Donc, on a commencé d'abord par chercher des personnes compétentes. Et comme on estime que la compétence toute seule ne suffisait pas, donc on voulait des personnes vraiment très motivées, des personnes qui étaient capables de travailler sous pression, des personnes organisées et surtout des personnes ayant un esprit d'équipe, un bon esprit d'équipe pour justement garder la cohésion entre les gens. Donc les personnes ayant, enfin on a cherché des personnes qui ont des compétences complètement différentes. Et on estime, donc justement Bertrand il en parlait tout à l'heure, on parlait des ressources. Nous on estime que les personnes qui travaillent sur ce projet-là ne sont pas des machines, ce ne sont pas des ressources, ce sont des personnes et chaque personne est unique à sa manière.
Je ne parle pas uniquement d'ADN, bien sûr, mais je parle, par exemple, des talents, je parle des compétences, je parle des cultures. Et du coup, en fait, on voulait vraiment chercher des personnes ayant des compétences et des cultures complètement différentes pour qu'ils puissent se complémenter et s'enrichir mutuellement. Là, je vais vous introduire rapidement notre équipe. Alors, notre équipe est composée d'UX, de créa, de développeurs iOS, développeurs Android, de développeurs back-end, de testeurs et de DevOps. Alors, il faut savoir que toute cette équipe est dans le même open space. On travaille tous ensemble pendant un sprint sur les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie de l'équipe qui va travailler sur le sprint d'après. Non, on travaille vraiment tous sur le même sprint à un moment donné, sur les mêmes fonctionnalités. Pardon. Donc, je parle de l'équipe. Le problème majeur qu'on a eu avec l'équipe, c'était vraiment gérer la communication, étant donné que c'est une équipe avec des compétences complètement différentes, des cultures complètement différentes. Donc, gérer la communication avec cette équipe n'était pas vraiment chose facile. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment de développer cette communication en utilisant des activités de team building interactif. Ça nous a vraiment permis de souder l'équipe. Et en fait, la deuxième chose qu'on a pu faire justement pour générer la communication avec l'équipe, c'était de ramener toute l'équipe autour d'un seul et unique objectif. Et pour nous, cet objectif-là, c'était de ramener un sourire sur le visage de nos utilisateurs. Parce qu'on estime que les émotions sont vraiment les clés pour avoir un produit réussi. Et je pense que tout le monde va se rappeler de la première émotion qu'un produit ou un objet lui a procuré le premier jour où il l'a vu. On a promis à nos utilisateurs de leur fournir une nouvelle application toutes les 2 semaines. Et quand je dis une nouvelle application, c'est pas on corrige les bugs. On donne vraiment une nouvelle application avec de nouvelles fonctionnalités toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, vous pouvez voir sur l'Apple Store ou sur Google Play, on a une nouvelle application. Plus vite on leur donne l'application, plus vite on peut avoir le retour et on peut continuer à améliorer l'application tout le temps. Alors, on a demandé à certaines personnes motivées qui ne font absolument pas partie de l'entreprise, donc qui ne sont pas du tout de la SNCF, on leur a demandé leur aide pour pouvoir tester avec nous l'application. Donc, on a eu un panel d'utilisateurs dès le premier jour du début de l'application. On en a eu 20, je pense. C'était 20 au début, c'est ça? On en a eu 20 au début. Donc, ils nous ont accompagnés depuis le début du projet pour tester l'application, pour nous proposer leurs idées. Ils sont là 2 ans après, ils sont toujours là avec nous. On leur a dit qu'ils pouvaient partir, mais ils ne voulaient pas, parce qu'ils étaient bien contents, ils voulaient bien rester avec nous. Et donc, ils testent sans arrêt l'application avec nous tous les jours. Et j'avoue qu'on n'aurait pas pu y arriver sans leur aide. Donc, en fait, sans les utilisateurs, c'est vrai qu'une entreprise toute seule est incapable de savoir ce que ses clients veulent, ce dont ils ont besoin pour pouvoir justement réussir, on va dire, à atteindre leur objectif. Et on pense que les gens qui travaillent dans une entreprise, il y a pas mal de personnes qui arrivent avec vraiment pas mal d'idées, mais ces idées ont besoin d'être vraiment testées et challengées. Et comme on ne sait pas ce que les utilisateurs finaux ont besoin, on a décidé de leur poser la question. Mais malheureusement, ces derniers, ils ne sont pas experts. Donc si on ne leur propose pas quelque chose qu'ils puissent tester et pour être challengés avec, ils vont juste copier. On a fait le test, ils vont juste copier ce qu'ils ont vu ailleurs et ils vont nous dire de faire la même chose. Et donc c'est pour cette raison-là que dès le premier sprint, donc dès les 2 premières semaines, on leur a livré un tout petit produit. Donc le produit, il faisait le premier sprint, il présentait une carte avec les gares à proximité. Mais c'était vraiment pour leur proposer un produit pour qu'on puisse avoir leur premier retour sur les formes, sur les couleurs. Et ça nous a vraiment aidé à améliorer l'application. Et depuis ce jour-là, on se base sur les avis de nos utilisateurs pour pouvoir améliorer l'application. Alors, comment on fait tout ça? Parce que ça a l'air chouette, hein, mais la question c'est comment on fait. On aurait pu dire, on a fait un plan, on a défini des fonctionnalités, enfin on a préparé un cycle en V, on a fait un cadrage. Bon, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Le plan, ça ne nous intéresse pas. Comment on a estimé, comment on s'est engagé sur l'estimation, c'est pas ici, hein, c'est ailleurs. On ne fait pas d'estimation. On n'estime pas non plus. Ce qu'on a, et on estime que c'est beaucoup plus précieux que tout ça, c'est une vision.
ce qu'on souhaite, c'est faciliter la vie des utilisateurs dans tout leur trajet en répondant aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Sur cette vision, on a émis des hypothèses, des propositions de valeur, dire ça va répondre à sa problématique. Et évidemment, c'était une hypothèse, on n'est pas utilisateur, on n'était pas en train de prendre le train, même si on prend le train, on est déformé. Donc cette proposition, on en a fait un tout petit produit dont a parlé Iman, et on l'a délivré à une population de vrais utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui ne nous aimaient pas particulièrement, des gens qui n'avaient pas d'affinité nécessairement avec l'entreprise, qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'affinité avec les produits numériques, mais des gens dont on supposait pouvoir améliorer les voyages au quotidien. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a collecté leur feedback, leur retour. Des fois c'était sympa, des fois un petit peu moins. C'est plutôt les retours un peu moins sympas qui nous ont aidés en fait. Et grâce à ces retours, et que grâce à ces retours, aujourd'hui encore uniquement grâce à ces retours, on a analysé, réfléchi et décidé ensemble de la suite à donner. Si on estimait qu'on était sur la bonne piste, on continue. Si on a fait une erreur, parce qu'on a fait des erreurs, on en fait autant que tout le monde, on corrige et on adapte et on soumet la prochaine itération. Vous allez vous dire, ah, le gros malin, il m'a fait le schéma du Lean Startup, ça va, j'ai compris, c'est bon. Le truc, c'est que le bouquin bleu, il y a beaucoup de monde qui l'a lu. Déjà, pas tout le monde. L'autre question, c'est qu'il applique réellement, utiliser uniquement le feedback pour construire la version suivante du produit et non pas la demande de fonctionnalité de la direction. C'est ça le point important. Après, on a parlé de toutes les 2 semaines. Effectivement, la boucle, elle dure 2 semaines. Parce que dans les propositions, on va faire des erreurs. Plus on va maintenir l'erreur pendant un intervalle de temps long, plus elle va coûter cher à corriger. Plus la boucle est courte, plus on a de chances de maximiser la valeur en réduisant l'impact de l'erreur. Au départ, on l'a dit, on a pris 20 utilisateurs volontaires pour nous aider. Ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 50 itérations. Si on avait gardé les 20, qu'est-ce qui allait se développer? Un genre de sympathie, d'affinité de ces gens-là. Ils allaient devenir gentils. Et gentil égale inutile. Donc, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter à 20. On va en prendre quelques-uns de plus. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes aujourd'hui qui contribuent à construire ces produits et ces applications? Un peu plus que 20. Pas d'idée? 2 millions. 2 millions. Qu'est-ce que ça veut dire 2 millions? Pourquoi 2 millions de personnes nous aident aujourd'hui à construire l'application? Parce que vous, si vous l'avez téléchargée, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Franchement, elle peut ne pas vous aider dans votre problématique. Mais enfin, si vous l'avez téléchargée, que vous estimez qu'elle va vous aider, qu'elle ne le fait pas comme il faut, que vous avez des suggestions, il y a une zone qui est destinée à la collecte des feedbacks. La collecte des feedbacks, elle n'arrive pas dans un service client. La personne du service client, elle est dans notre open space, au milieu des développeurs, à côté du product owner. Les feedbacks, ils arrivent. Tous les feedbacks avec un email, on leur répond. Et c'est grâce au feedback de ces 2 millions de personnes que l'application est construite. C'est-à-dire que l'itération suivante, elle est construite en temps réel à partir des feedbacks de l'itération précédente. Et c'est comme ça que ça marche. Donc on est bien à 2 millions de personnes qui font de la co-construction avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire co-construire? Co-construire, c'est d'abord créer une connexion avec les utilisateurs, avec ces personnes. C'est pas juste prendre un feedback, les oublier. On a besoin de savoir des choses, on a besoin de les garder longtemps, on a besoin de savoir si on s'est amélioré. Donc c'est créer une vraie relation avec les utilisateurs. Les 20 autant que les 2 millions. C'est pour ça qu'on leur répond, qu'on leur demande ce qu'ils essayaient de faire.
Connecter, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir écouter, en fait. Parce qu'un utilisateur qui va faire une suggestion, ce n'est pas sa suggestion qui nous intéresse. C'est la raison pour laquelle il a fait cette suggestion. La tâche qu'il était en train d'effectuer, la problématique qu'il était en train d'essayer de résoudre. À partir de là, à nous de voir la meilleure suggestion qu'on peut lui proposer. C'est aussi savoir écouter les gens qui vous insultent. C'est pas très agréable. Mais ça existe et c'est important parce qu'ils ont peut-être eu un vrai problème. Au-delà de ça, en écoutant, on n'aura pas tout. Il faut arriver à parler, à communiquer avec les utilisateurs. Pourquoi parler avec les utilisateurs? Parce que parfois la phrase est courte. On a des bandes de bip bip bip. Pas gentil du tout ça. Mais si on veut en savoir un peu plus, pas sur notre filiation, mais sur le problème de l'utilisateur, ben, il va bien falloir lui parler, lui demander pourquoi il a dit ça, qu'est-ce qu'il essayait de faire, où il en était, qu'est-ce qu'on n'a pas fait correctement, qu'est-ce qu'il aurait attendu. Apprendre à connaître son problème, à le partager, à partager avec lui une vraie histoire de quelque chose qu'il était en train de faire et à développer de l'empathie pour ses problématiques. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, vous allez dire, ok, c'est un service client. Sauf que, généralement, le service client, il sert à faire des études, de satisfaction, des choses comme ça. Nous, ces retours-là, on s'en sert pour prendre des décisions. C'est à ce moment-là qu'on arrive à boucler la boucle, prendre des décisions, décider ce qu'on va faire par la suite. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le service client à l'extérieur, c'est pour ça qu'on n'a pas mis le service client à l'étage au-dessous. C'est pour ça que la personne qui prend en charge les utilisateurs, elle se situe à côté du développeur, à côté du product owner, à côté de cette équipe qui construit le produit, pour lui permettre vraiment d'améliorer le produit. Ce n'est pas juste répondre au client pour qu'il soit content et qu'il nous foute la paix. C'est juste parce qu'on veut savoir ce qui lui arrive pour améliorer le produit. Mais ça ne suffit pas. On serait presque content, mais il nous en fallait un petit peu plus. Alors, donc on vous parlait des utilisateurs, des bêta-testeurs qui nous accompagnaient depuis le début du projet. Donc ils étaient 20. Enfin, ils sont 40 aujourd'hui, je crois. On en a pris quelques-uns d'autres. Oui, ils sont 40 aujourd'hui. On les a rencontrés, en fait. Ils viennent nous voir assez souvent dans notre open space. On les a invités juste pour venir voir notre vie quotidienne, on va dire. Comment on fait pour résoudre leurs problèmes. Quand ils nous envoient des mails, comment on fait pour traiter leurs problèmes. Comment le problème passe de la relation client au PO d'abord et ensuite au développeur. En fait, on voulait juste partager avec eux notre manière de travailler. J'ai une petite anecdote. J'ai un de nos bêta-testeurs qui n'arrêtait pas de nous envoyer des mails parce qu'il avait un bug avec sa carte de fidélité. En gros, il n'arrivait pas à récupérer ses trajets avec sa carte de fidélité. Donc, il nous envoyait des mails pour nous dire que voilà, il avait un problème, mais on a beau chercher, on n'a pas réussi à corriger son problème. Et un jour, il nous a dit, si vous voulez, moi je travaille pas très loin de la Défense, je peux passer. Donc il est venu, il s'est assis à côté d'un des développeurs Android. Ils ont regardé dans le code, bon il n'était pas geek, mais il l'a fait quand même. Ils ont regardé le code, ils ont corrigé le problème. Le développeur a livré directement la correction à l'utilisateur, qui a pu la récupérer et qui a pu récupérer ses trajets. Je peux vous dire que l'utilisateur, il était vraiment ravi. Et même l'équipe derrière, elle était vraiment contente de voir que finalement, nos utilisateurs, ils étaient vraiment très contents de ce qu'on fait. Et ils nous le montraient parce que voilà, il était là, il est venu parce qu'il voulait qu'on améliore l'application. On peut ressentir leurs émotions, leur joie, leur douleur. J'ai une deuxième anecdote, une de nos utilisateurs aussi, qui nous a envoyé un mail un jour parce qu'il nous a dit j'ai récupéré la nouvelle version, donc la version bêta test. Elle nous a dit à cause de l'application, j'ai raté mon train. Parce que l'application m'a dit que mon train partait du quai A, alors qu'en fait, mon train partait du quai B. Elle n'était pas du tout contente, donc elle nous a envoyé un mail et on l'a ressenti dans son mail. L'équipe était vraiment désolée pour elle. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé toute l'équipe qui ont pu corriger le problème dans l'heure qui suit et on lui a livré une correction. Bon, elle n'était toujours pas contente parce qu'elle a quand même raté son train, mais au moins le problème, il a été corrigé. Donc on partage aussi leur joie. Parce que maintenant, on a 2 millions d'utilisateurs qui peuvent nous envoyer des mails. Enfin, on n'a pas 2 millions de mails par jour, mais on en a à peu près 200 par jour.
Il y en a plein qui nous envoient des mails vraiment juste pour nous dire bravo, pour nous féliciter de ce qu'on a fait. Et il y en a d'autres qui nous envoient pour nous insulter, mais bon, heureusement, il y en a plus qui nous envoient des mails pour nous remercier qu'autre chose. Mais voilà, donc on arrive vraiment à partager quelque chose avec nos utilisateurs, et ça fait vraiment plaisir à toute l'équipe. Ils nous racontent des histoires. Donc quand les utilisateurs viennent nous voir, ils nous racontent des histoires sur comment ils vivaient avant et après utiliser l'application. Ça nous permet justement de savoir ce qu'ils essayent d'atteindre comme objectif tous les jours, et ça nous permet d'améliorer l'application en continu. Dernière partie qui est très très importante, c'est qu'une application réussie une bonne application ne peut pas réussir sans un esprit positif, sans une bonne énergie et sans des personnes sans garder le fun, on va dire, dans l'open space. Là, par exemple, c'est une photo d'une partie de l'équipe. J'avoue qu'ils n'ont pas l'air très sérieux sur cette photo, mais pourtant ils étaient en train d'appuyer sur le bouton pour mettre l'application en prod. On fait ça toutes les 2 semaines. On prend une photo quasiment toutes les 2 semaines, avec le sourire. Alors, on a pas mal de jouets, vraiment beaucoup, parce qu'on estime qu'on ne peut pas travailler sur une tâche critique 8 heures par jour, sans pour autant trouver un peu de temps pour décompresser et pour penser à autre chose. Parce que si on veut vraiment garder la productivité, il faut absolument juste pouvoir s'éclipser à un moment donné. Et ce n'est pas parce qu'on a énormément de jeux que les gens vont passer leur temps à jouer. On a des gens quand même assez responsables, et ils ne passent pas énormément de temps à jouer au circuit, aux voitures par exemple. Alors, dernier truc, c'est la rétrospective. Donc, c'est vraiment le moment où on va se réunir pour parler de ce qui s'est bien passé pendant le sprint, ce qui s'est mal passé et ce qu'on peut améliorer. On essaye de trouver un format différent à chaque fois. Et là, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réécrit les paroles d'une chanson et on a chanté notre rétrospective. Les petits nouveaux sont bien intégrés grâce à notre agilité. Vous voyez pourquoi les trains n'arrivent pas à l'heure? C'est parce qu'on chante en fait. Sérieusement, on a vu du théâtre tout à l'heure et c'était hyper enrichissant. La musique, ça marche aussi. Ils ne se sont pas amusés. Hein. Ils ont réécrit l'intégralité des paroles, mais on pensait que si on vous faisait 3 minutes, c'était un petit peu long là. Puis ça n'allait pas nécessairement vous intéresser puisque c'est la rétrospective d'une itération et c'est un petit peu son contexte. Mais le truc, c'est que ça fonctionne. Donc, si on devait un petit peu résumer, alors je vais faire un petit préfixe au résumé. Parce que du coup, dans toute la journée qui était intéressante et enrichissante, j'étais un peu triste. J'ai vu beaucoup de sessions où on prenait l'état actuel, la non-agilité, comme un état de fait avec lequel il allait falloir composer. Construire des contrats agiles. Faire des engagements sur de la vélocité. Avoir des product owners proxy. Maintenir des comités de pilotage, des comités projets. Du reporting au management. Pourquoi? Les Américains, ils ne le font pas. Si vous demandez à Ken Schwaber, qui est fondateur de Scrum avec Jeff Sutherland, qu'est-ce qu'on fait quand un client vous propose un forfait? Il répond, vous lui foutez un coup de pied au cul. Mais ici, c'est bizarre. On dit non, mais le forfait, tu comprends, c'est normal. On ne peut pas faire autrement. Les gens de cette équipe, ce n'est pas des internes. Ce sont des prestataires de l'entreprise. Tous. Il n'y en a pas un qui a des pénalités. Il n'y a pas de pénalité dans le contrat. Il n'y a pas d'engagement sur de la vélocité, puisque de toute façon, on fait du no-estimate, ça serait bien compliqué. Il n'y a pas de KPI sur la réalisation de stories, puisque les stories, on ne les connaît pas. On ne peut pas s'engager sur le backlog. Le backlog, il est émergent à partir des retours utilisateurs. L'entreprise, très honnêtement, ce n'est pas la plus funky des startups du monde quand même. Ce n'est pas la plus jeune, ce n'est pas celle qui a le management le plus moderne. Et pourtant, c'est possible. Ça fait 50 itérations qu'on le fait. Avec quoi? Puisque nous, on pense qu'on a réussi quelque chose.
C'est notre recette, je ne vous dis pas qu'il faut la prendre, on dit juste qu'elle existe. La première chose, c'est trouver des utilisateurs à satisfaire. On ne crée pas un produit s'il aide personne, s'il ne répond pas à la problématique, s'il ne facilite pas la vie des gens qui vont l'utiliser. Avoir une idée, c'est bien. Dans ce cas-là, on va faire de la R&D, hein. On ne fait pas des produits. Il faut que ça serve à quelqu'un, que ça ait une utilité. Le deuxième truc, c'est effectivement cette question de la culture. Oui, la culture, elle est là. La culture, elle est longue à changer. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des moyens de contourner la culture et de créer ce qu'on a envie de faire de la bonne façon. C'est pas pour ça qu'une startup est réservée à Google. C'est pas pour ça que faire des trucs cool, c'est réservé à Spotify. Avoir des jouets dans un open space, à côté du PDG de la boîte, au même étage, avec des portes vitrées où il fait les réunions avec les clients sérieux, c'est possible. Même une piscine à balles. Et des batailles de nerfs dedans avec. Donc la culture, on peut la changer. Partout. La phrase est en anglais parce que grow, cultiver, mais effectivement cultiver une équipe. Parce que une équipe, si les gens ne sont pas motivés, s'ils perdent leur motivation, s'ils ne croient plus en ce qu'ils font, si on ne s'arrange pas pour leur donner les moyens d'obtenir l'autonomie, de devenir responsable, de se confronter aux vraies problématiques de leurs utilisateurs, on va avoir des problèmes de qualité, de delivery, tous les problèmes qui sont inhérents à un produit, même en cycle en V, on aura les mêmes. C'est que quand l'équipe est motivée, qu'elle a envie de faire les choses, qu'elle sait pourquoi elle le fait. Au niveau stratégique, au niveau vision, oui, un testeur, il a besoin de la vision du produit. Eh oui, c'est vrai. Qu'à ce moment-là, on arrivera à faire le produit. Des valeurs. Effectivement, quand on parle de valeurs, alors il y a les valeurs de l'entreprise, il y a les valeurs pour le produit. Nous, on a choisi une valeur. Faciliter la vie de l'utilisateur qui voyage. C'est ce que veut faire l'équipe et c'est pour ça qu'elle est là, c'est pour ça qu'elle vient le matin. Le développeur ne vient pas le matin pour faire du bon code. Le testeur ne vient pas le matin pour trouver des bugs. La relation client ne vient pas le matin pour répondre à 300 clients. Ils viennent tous pour créer un meilleur produit, ce qui veut dire que si à un moment le testeur est malade, la relation client peut devenir testeur. Que si le créa n'est pas là, on va trouver quelqu'un qui sait à peu près servir des outils pour essayer de combler le manque. Que si quelqu'un qui fait du back-end a des problèmes, c'est quelqu'un du front-end qui va venir l'aider. Parce qu'on travaille tous pour un produit, on ne travaille pas tous pour un rôle et un cadre de mission. Ensuite, la bonne ambiance. Bah ouais, les jouets, ça paraît gamin, mais en fait, c'est sympa de maintenir une bonne ambiance, de se dire le matin, tiens, c'est chouette, je vais travailler. Et pas, waouh, faut encore que je me lève, c'est quand le week-end. Et il faut arriver à maintenir le tiens, c'est chouette, je vais bosser, malgré le fait qu'on va se coller 1 heure de transport et que le train il risque d'être en retard et que l'application qu'on est en train de construire risque de ne pas nous aider. C'est compliqué, hein? Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait. On espère que ça vous plaît. Et si vous avez des questions, allez-y.